Christophe Guégan, voilà, je suis médecin du sport. Je suis responsable du centre de médecine du sport de Brest et on s'occupe principalement de prévention. Accessoirement, je suis aussi au niveau de la Fédération française de handball, membre de la commission médicale nationale de la Fédération française, en charge des questions de prévention, un peu plus spécifiquement dans les filières de haut niveau. Et je fais partie aussi du service médical des équipes de France et j'interviens depuis un peu plus de 10 ans maintenant sur les collectifs jeunes, là pour le coup en tant que médecin. Voilà. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, on a dit, on focalise un peu sur les problèmes au niveau du coude. Donc, vous avez très probablement vu déjà ce type d'attelle, d'orthèse, de strap. Donc, c'est en lien avec ça qu'on va discuter aujourd'hui, voir comment on peut éviter de devoir jouer avec le type d'attelle qu'il y a en haut à gauche tout le temps. Donc, je me suis amusée à comparer certaines données que j'ai recueillies en Lidl Star League et puis en moins de 15 régions masculins, donc c'était en Bretagne, pour voir un petit peu le nombre d'arrêts, le nombre de duels qu'un gardien de but a à gérer en match. Donc, en moyenne d'arrêts par match, PSG, par exemple, voilà, il y a 12-13 arrêts par match. Créteil, il y en a 10-11 à peu près, des ennemis, voilà. Et après, dans les moins de 15, évidemment, le temps de jeu, il est un peu moindre, mais bon, les données restent intéressantes quand même. À chaque fois, c'est une équipe de haut de classement et puis une équipe de bas de classement que j'ai pris pour essayer de voir un peu la différence. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre total de tirs reçus par match. On voit finalement, même si le temps il n'est pas équivalent chez les jeunes et chez les seniors, que par exemple, Auray, donc c'est l'équipe de la poule qui était la plus en difficulté et qui a encaissé finalement le plus de buts, reçoit à peu près autant de tirs en un match que des gardiens du PSG ou de Créteil. En 40 à peu près, donc, ce qui est assez énorme si on imagine que c'est le même gardien qui fait la totalité du match. Il y a des études scientifiques qui sont menées sur les douleurs, les pathologies en général au handball. Certaines se recentrent un peu sur le poste de gardien de but et notamment celle-ci sur le coude. Donc là, c'est un questionnaire qui a été distribué à des gardiens à l'échelle d'une saison. 45% des gardiens ont indiqué avoir des douleurs au coude au moment du questionnaire. 34% ont déjà eu des douleurs au coude dans le passé. Et pendant la saison, donc finalement, le deuxième questionnaire qui a été transmis à ces gardiens-là, c'est des seniors, des gardiens seniors, 8,6% ont eu de nouvelles blessures au coude pendant cette saison-là. Ça, c'est des chiffres pour vous donner un petit peu un aperçu quantitatif de ces blessures-là. Il y a un autre chercheur qui a fait des radios du coude à 30 gardiens qui étaient actifs. Il a remarqué que 67% d'entre eux ont des excroissances osseuses. Christophe, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une excroissance osseuse, s'il te plaît? Oui, alors en fait, dans ce type de blessure, je ne sais pas si je suis bien cadré, je ne sais pas si vous voyez ou pas d'ailleurs. C'est bon? Donc, ce sont des lésions osseuses d'impact. En gros, quand un os tape un os dans le coude, souvent l'os de l'humérus sur un os du radius ou du cubitus, ça entraîne des lésions d'impact, os contre os, qui créent des micro-lésions. L'os s'abîme, le cartilage s'abîme, et parfois, en réaction, il y a une hyperconstruction osseuse qui fait que c'est une forme de cicatrisation un petit peu anarchique de l'os. Merci. Outre les lésions de l'os, il y a aussi des lésions au niveau ligaments.
donc 50% a priori d'après ces radios. Est-ce que tu peux nous montrer où il se trouve ce ligament, s'il te plaît? Oui, vous voyez mon bras? Lève un peu plus le coude. Voilà. Donc, au niveau du bras, les lésions que l'on retrouve au niveau du coude chez le gardien sont principalement sur le compartiment interne. Là, mon coude, il est là. Sur le compartiment interne, il y a un ligament qui s'appelle le ligament latéral interne ou médial. Ce ligament, sur des impacts répétés en valgus, c'est-à-dire le coude vers l'intérieur, se distend progressivement et s'abîme. Il peut y avoir, si on faisait de l'imagerie très fine, on verrait des micro-ruptures un petit peu chroniques à l'intérieur de ce ligament latéral interne. D'accord, merci. Donc des lésions des cartilages et des épanchements articulaires aussi, très nombreux des épanchements. C'est quoi un épanchement articulaire? Alors, un épanchement articulaire, c'est du liquide dans l'articulation. Et quand il y a du liquide dans une articulation, d'ailleurs quelle qu'elle soit, que ce soit le genou, l'épaule, le coude du gardien de but ou la cheville, ça veut dire qu'il y a une souffrance anatomique forte, substantielle. Il ne faut jamais négliger un épanchement dans une articulation, c'est le signe d'une souffrance. C'est la conséquence, c'est la réponse inflammatoire à une souffrance articulaire, cartilagineuse, osseuse, ligamentaire. D'accord. Donc, dans tous les cas, ces douleurs-là, elles sont vives, chroniques, et elles peuvent avoir des conséquences. Tu confirmes? Exactement. Les conséquences, notamment par exemple sur l'os, notamment les excroissances osseuses ou les lésions sur le cartilage, quand elles deviennent chroniques, elles peuvent avoir un impact sur le devenir de l'articulation à moyen et long terme. Et au pire, ça peut déboucher sur des lésions d'arthrose. L'arthrose, c'est un vieillissement prématuré des articulations. Et en l'occurrence, et c'est valable d'ailleurs pas forcément que pour le coude, mais en médecine, toute lésion du cartilage, de l'os, notamment du cartilage, de l'os et des épanchements articulaires, peuvent, si on n'y prend pas garde, quand ça devient un petit peu chronique, entraîner un vieillissement prématuré de l'articulation qu'on appelle de l'arthrose. D'accord. Avec, par contre, pardon Marie, avec des douleurs chroniques, éventuellement une diminution de l'amplitude de ces articulations à moyen long terme, et ça peut être assez invalidant pour la vie au quotidien. Donc maintenant qu'on a vu un peu cet aperçu quantitatif et qu'on a précisé un peu ces blessures-là, c'est intéressant de savoir dans quel cadre elles arrivent, dans quelles circonstances elles arrivent. Donc il y a une étude qui a été réalisée en 2008 sur des gardiens. Et donc, ils se sont posé les questions suivantes. Qu'est-ce qu'il se passe dans les zones bleues, orange et rouge, là, sur le membre supérieur, donc sur le bras, sur le coude du gardien? Qu'est-ce qui se passe au moment où le gardien prend le ballon, en fonction de s'il le prend en zone 1, 4, 7, 2, 5, 8. Ouais, on verra un peu mieux après. Alors, où j'ai mis ça? Je suis allée trop vite. Alors, ils ont repéré qu'il peut y avoir, donc ce que Christophe disait tout à l'heure, des valgus. Si tu veux préciser, j'ai mis cette image que je ne t'avais pas vue encore, mais j'ai trouvé. Alors, le valgus, vous regardez bien la photo, là c'est la partie la plus à droite, c'est le bras le plus à droite, c'est-à-dire le coude fait un angle vers l'extérieur, la main est écartée du corps, et quand la main est trop écartée du corps, ça tire sur les compartiments internes du coude, donc côté corps, et ça distance le ligament. Le valgus du coude, c'est ce défaut d'alignement, là où est la flèche de Marie, sur l'alignement vers l'extérieur de la main, avec une mise en tension du coude, du ligament latéral interne, à cet endroit-là précisément, de la flèche. Au niveau des symptômes, au moment du valgus, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Est-ce que c'est les symptômes qui sont identifiés là? Il y en a d'autres? Ah oui, alors ce qu'on ressent, il faut bien imaginer que le ligament latéral interne de ce coude, celui qui pose vraiment beaucoup de problèmes au gardien de but, ce ligament latéral interne qui est étiré dans ce mouvement de valgus, il est exactement à mettre en parallèle avec le ligament latéral externe de la cheville. Quand on étire de manière chronique le ligament latéral externe de la cheville, si on l'étire trop fort d'un coup, il se déchire et on a une entorse de cheville. Et bien là,
on n'étire pas suffisamment parce qu'un ballon, ça va quand même pas assez fort et assez vite pour pouvoir déchirer ce ligament. Donc, ce sont des micro-déchirures internes dans ce ligament, un peu comme si c'était une micro-entorse. Ce n'est pas un terme médical, mais ça se représente un petit peu comme ça. D'accord. Alors, en plus des valgus, ils ont aussi repéré des hyperextensions. Je te laisse préciser. Alors, l'hyperextension, comme vous le voyez sur le schéma, c'est-à-dire que quand le coude, finalement, quand on met le bras à l'horizontale, la main descend plus bas et en arrière, comme si le coude avait tendance à aller vers l'avant. Dans cette position du coude, notamment sur une parade en hyperextension, vous imaginez bien que la partie en arrière du coude, au niveau de ce qu'on appelle l'olecrâne, qui est un os, un relief osseux qu'on a derrière le coude, va percuter l'humérus, va percuter en hyperextension l'humérus qui est juste au-dessus et va créer ce qu'on appelle des lésions donc, osseuses et cartilagineuses. Tout à l'heure, sur le valgus, on est sur une lésion de ligament latéral interne, alors que dans ce phénomène d'hyperextension, on est sur une lésion osseuse et cartilagineuse par impact de l'os de l'avant-bras sur l'os de l'humérus qui est l'os du bras. Et du coup, ces problèmes-là, ces problèmes d'hyperextension et puis de valgus, ça arrive essentiellement sur des duels proches, sur des tirs réalisés au 6 mètres. On peut avoir, ça peut être aussi des tirs en fin de contre-attaque, voilà, où le gardien il peut faire une sortie en étoile, voilà, et avec son bras qui est déjà déplié au maximum et puis donc déjà embuté presque et puis le choc du ballon fait que ça part plus loin que l'amplitude qu'il a lui-même contrôlé naturellement. Donc à partir de ces deux descriptions-là, nos chercheurs, pour la zone orange, que vous la voyez là, la zone orange, qui est donc au milieu, là, entre la zone rouge et la zone bleue, donc sur le plan sagittal, c'est ça, Christophe? Oui, c'est ça, tout à fait. Parfait. Donc, ils ont remarqué que pour 74 arrêts qui ont été effectués dans cette zone-là, il y a eu, non, pour 91 arrêts, pardon, il y en a eu 74 qui ont provoqué un valgus du coude. Il y en a 17 qui ont provoqué une hyperextension du coude. Dans cette zone-là, donc si vous prenez le bras, voilà, le coude, vous le mettez dans l'alignement de l'épaule, et puis donc dans tout ce plan-là, il y a cette proportion-là de blessures. Ils n'ont pas étudié la zone rouge, mais qui aurait été très intéressante, je trouve, surtout au niveau épaule, peut-être aussi. Mais ils ont interrogé aussi ce qui se passe au niveau de l'avant. Donc là, tout à l'heure, on était sur ce plan-là. Maintenant, on est sur un peu en avant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon coude quand je prends le choc en étant un peu en avant? Et donc là, il y a beaucoup moins de… Déjà, on voit que la tendance des gardiens, c'est plutôt de gauler sur le premier plan, là, le plan sagittal, que sur le plan un peu plus frontal, du coup. Donc là, il y a 4 arrêts sur les 10 arrêts qui ont provoqué un valgus et 6 une hyperextension. Peut-être que les deux peuvent être combinés aussi, non? Oui, clairement. Il peut y avoir, les deux peuvent être combinés, valgus et hyperextension, et il peut surtout avoir les deux mécanismes. C'est-à-dire qu'un gardien, et vous le savez mieux que moi, un gardien ne va pas parader que dans des conditions idéales vers l'avant en attaquant le ballon coup de fléchi. Il peut parfois, sur des parades réflexes, subir également des tirs en hyperextension. C'est souvent d'ailleurs dans des parades réflexes, comme disait Marie, sur des tirs au près, où le gardien explose un petit peu, ne maîtrise pas trop son déplacement. Et cette parade-là, en hyperextension plutôt en arrière, combine les deux contraintes, quoi, à la fois sur l'hyperextension et sur le valgus. Donc, sur l'os, derrière, d'où des douleurs au niveau de la partie postérieure, donc en arrière du coude, ou sur le ligament latéral interne, ou des douleurs sur la partie interne du coude. C'est qu'en rouge, il y a le bras, et en orange, il y a l'avant-bras, en gros ballon en rouge. Donc voilà comment est positionné son bras au fur et à mesure que la balle arrive. Donc au début,
Voilà, ça a l'air d'être plutôt légèrement en avant de son plan en avant, quoi. Et ce qu'on voit, c'est qu'au moment de l'impact, eh ben, finalement, l'avant-bras, il part complètement en arrière. Donc là, il y a l'hyperextension ou le valgus. Donc, comment est-ce qu'on peut prévenir ces blessures-là? Quelles bonnes attitudes, quels bons réflexes, quelle bonne posture on peut conseiller aux gardiens? C'est un sujet sur lequel Christophe et moi, on travaille un peu actuellement, avec un autre médecin fédéral aussi. Donc là, l'exo que je vais vous montrer juste après, l'objectif, c'est de résister à toutes les pressions que le ballon va avoir sur ses membres. Et donc, les consignes que je donne à mes gardiens, jeunes surtout, c'est que leurs coudes, ils doivent rester devant la ligne d'épaule et les mains devant les coudes. L'exercice en question, c'est celui-là. Et donc, elles sont par deux. Il y en a une qui travaille, l'autre qui fait travailler l'autre. Et donc, la gardienne qui dirige l'exercice, finalement, elle va faire quelques pressions de temps en temps. Elle va faire des feintes avant, mais elle va presser l'une ou l'autre des mains de la gardienne en face. Et la gardienne en face, donc celle qui travaille, elle va devoir résister à ces pressions-là. Donc, ça va être simple. C'est au moment de l'impact, voilà, être capable de bloquer. De pas que le bras il parte en arrière. Moi, je fais souvent la métaphore du poulpe et des tentacules qui sont tout mous. Et puis voilà, donc on évite le phénomène du tentacule tout mou. Donc il y a des variantes à cet exercice possible. La hauteur des bras et également le fait de le faire les yeux fermés. Les yeux fermés, c'est déjà un niveau un peu supérieur. Donc, ça permet finalement au corps d'apprendre à réagir vite pour se protéger. Christophe, est-ce que tu peux développer un principe à mettre en place à l'entraînement Oui, bien sûr. Alors, dans la continuité de ce que tu expliques, Marie, bien penser que, bien demander dans l'aspect formation, la prévention, ça passe par l'apprentissage précoce du bon geste. Ça, c'est une première chose. On n'est pas encore dans le renforcement spécifique ou dans des étirements spécifiques. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Et en l'occurrence, apprendre le bon geste à un jeune, notamment dès le niveau moins de 13, dès qu'il commence à aller un petit peu dans les buts et qu'ils veulent se spécialiser, puisque c'est à cet âge-là qu'on construit la meilleure motricité. Donc, très tôt, apprendre le bon geste. Pour ça, c'est donner les bons repères. Pour éviter que le gardien ne parade en hyperextension réflexe, il faut lui donner des armes techniques pour qu'il soit le plus souvent sur la trajectoire du ballon. Donc, travailler déjà en priorité plus le déplacement que la parade réflexe. Donc, plus on apprendra à nos gardiens à se déplacer sur les trajectoires, si possible, à deux mains, moins il a de chances de se retrouver en hyperextension de coude sur une parade loin de lui. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, il faut aussi que pour qu'ils puissent positionner des bras sur une parade, et le coude notamment, il faut qu'ils aient conscience de la position de leurs articulations dans l'espace. C'est-à-dire que tout le travail du type proprioception, par exemple, apprendre à les yeux fermés, à aller toucher une cible, à maîtriser la position des bras dans l'espace,
avoir la conscience d'un coude fléchi ou d'un coude étendu, c'est quelque chose qui doit s'apprendre très tôt, puisqu'on ne pourra pas corriger un geste si le jeune n'a pas conscience de la position de son corps dans l'espace. Donc ça, c'est tellement évident pour vous, les entraîneurs, mais en tout cas, il faut vraiment insister, et très tôt, très jeune. Deuxièmement, il faut parader, et les repères que l'on peut donner, ça c'est les repères que Marie vient de donner, mais pour prolonger un petit peu, il faut apprendre au gardien à parader sur un plan antérieur, devant sa ligne d'épaule, jamais derrière sa ligne d'épaule. Donc devant sa ligne d'épaule, avec le coude un peu fléchi, et si possible, le plus souvent fléchi au moment de la parade, toujours fléchi. Ça veut dire que pour créer ces conditions-là, il faut travailler bien sûr des exercices de vitesse gestuelle. Il faut que les bras se déplacent très vite pour aller sur les parades. Il faut que les appuis, que le gardien se déplace pour se mettre le plus possible face à la trajectoire du ballon. Et il faut permettre aux muscles d'absorber la contrainte de l'impact du ballon dans la main ou sur l'avant-bras. C'est ballon sur la main ou sur l'avant-bras qui entraîne ce valgus du coude. Pour ça, les muscles qui protègent, ça part déjà des épaules, c'est les pectoraux qui vont empêcher le bras de partir en arrière, c'est le biceps qui va empêcher le coude de partir en extension, et c'est les muscles qu'il y a de chaque côté du coude qu'on appelle les épicondyliens, les épitrochléens, peu importe, ce sont les muscles qui servent à bouger le poignet. Et quand vous bougez votre poignet, vous voyez bien que ce sont les muscles qui sont sur le côté du coude, et ceux-là, ils peuvent empêcher un petit peu le valgus. Donc, en résumé, il faut renforcer le biceps pour qu'il absorbe et qu'il soit capable d'empêcher le coude de partir en hyperextension, et il faut renforcer les muscles qu'il y a autour du coude pour empêcher le valgus du coude. D'accord? Donc, la position, l'apprentissage de la posture, c'est quelque chose d'important, et après, derrière, on renforce les muscles qui vont permettre d'absorber cette contrainte. Alors, cet exercice-là, je l'intègre aussi dans le cadre de l'échauffement gardien. On le fait très souvent, des cascades de tir, voilà. Moi, quand j'ai deux gardiens, donc là, c'est avec des seniors, elles jouent en D2, hein, et ben là, quand j'ai deux gardiennes, j'en mets une un peu en avant des 9 mètres et une qui est dans le but. Et donc, bon là, c'était la première fois que je le tentais, l'exercice. Je m'étais dit, on va mettre des pattes d'ours. Vous savez, c'est ce dans quoi on tape quand on fait de la boxe, là. Après coup, je me suis dit que ça sert à rien parce que au niveau des mains, il faut aussi qu'il y ait des récepteurs qui comprennent la balle finalement. Donc, j'ai enlevé ces pattes d'ours. Et l'idée, c'est ça. C'est la tireuse, avant de faire son tir, elle va réaliser une pression sur la main de la gardienne. Et donc après, elle peut faire un armé, elle peut se dégager de la gardienne comme elle veut. Et elle va faire son tir sur la deuxième gardienne. À ma gardienne là, qui est avancée, au début, je lui dis on reste là, comme ça, les yeux ouverts, et puis voilà, tes bras, ils partent pas en arrière. Tu es une statue, ça bouge pas, tu es une vraie statue. Après, je lui dis, OK, explore un peu plus les hauteurs. Donc là, elle varie. Des fois, ça va, voilà. Elle peut s'amuser même avec la tireuse en face en lui faisant des petites feintes. Et puis après, je lui dis, bah, écoute, tu fais la même chose, mais les yeux fermés. Comme ça, on y va graduellement. Et puis, c'est assez facile de voir aussi, avec ces exos-là, qu'il y a un côté où on est plus fort, enfin, je ne sais pas si fort c'est le terme, mais où on est meilleur que l'autre pour réussir cet exercice. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment un truc que je vous encourage à faire parce que ça ne va pas vous changer votre façon d'échauffer un gardien. Vous allez mettre à contribution l'autre gardien de manière utile dans cet échauffement. Vous n'allez pas perdre du temps à vous occuper du gardien. Il est inclus dans l'exercice. L'exercice, il évolue un tout petit peu, mais au niveau du temps, c'est exactement pareil. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christophe? Non. Alors, dans l'esprit, hein, et complètement d'accord avec toi, mais ça, on le savait, on a beaucoup échangé. Indépendamment de cet exercice-là, quand vous faites un échauffement gardien assez classique, on va dire en cascade, par exemple,
de bien demander peut-être à fléchir à l'impact, d'aller frapper avec le poignet le ballon pour ramener le ballon dans la zone de réception du gardien. Ça force tout simplement à fléchir le poignet vers l'avant, je ne sais pas si vous voyez, mais à fléchir le poignet vers l'avant, qui sollicite énormément les muscles justement du coude, parce que la flexion du poignet, elle est permise par des muscles qui sont autour du coude. Donc de ramener le ballon devant soi, tactiquement, c'est intéressant, ça permet sur une parade d'avoir le ballon disponible pour un enchaînement de tâches, mais deux, ça permet vraiment de renforcer et de mobiliser, d'avoir un vrai contrôle actif des muscles autour du coude. Donc, il y a vraiment tout intérêt à juste distiller cette consigne-là, à avoir ce point de vigilance-là au niveau des gardiens quand on est sur l'échauffement gardien. Ce n'est pas compliqué à mettre en place, il faut y penser. Et quand vous écrivez votre séance sur le papier, vous mettez un petit panneau point d'exclamation là, et puis vous mettez ce nota bene-là. Et vos gardiens vous remercieront sans vous remercier parce qu'ils ne savent pas pourquoi exactement on leur demande ça, mais bon, vous leur éviterez des soucis potentiels au niveau des coudes qui peuvent les embêter beaucoup au niveau de leur carrière ou de leur cursus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le coude ou pas? J'ai fait une petite diapo sur les croisés avec quelques données que j'avais eues avec Brice pendant un colloque. Est-ce que on clôture sur le… Alors, oui, juste un petit point. Je ne sais pas, parmi les gens qui assistent à cette visio, juste vous dire que si vous entraînez des joueurs ou des joueuses un peu plus âgés, plus de 15 ans par exemple, et si éventuellement vous voulez faire de la musculation, du renforcement musculaire utile à la prévention de cette pathologie du coude, ça passe par quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. C'est un travail de renforcement musculaire des biceps en excentrique. En gros, vous mettez une charge dans la main et vous freinez la descente. Et là, vous allez renforcer efficacement le biceps, et c'est le biceps qui va protéger l'hyperextension. Donc ça, je ne sais pas quel est votre niveau et est-ce que vous faites un peu de renforcement musculaire, mais ça peut être un élément assez important à faire. Et on peut aussi le faire avec un élastique. Il suffit de mettre l'élastique dans la main et sur le pied et on freine la descente. Voilà. Mais de renforcer le biceps en excentrique, ça peut être un très très bon élément en termes d'exercice de préparation physique préventive. Alors, croisé. Je n'ai pas trouvé de vidéo ou d'image de hand, mais j'ai trouvé cette image de foot là qui me semblait assez parlante. Donc, les points que je vais vous dire là, que je vais aborder, c'est j'en ai eu connaissance lors d'un colloque gardien organisé pour la filière féminine. Donc, parmi les données que j'ai collectées, a priori, il y a 5 fois plus de risques de rupture des ligaments croisés chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes, pour des raisons essentiellement de différences physiologiques. La majorité des blessures interviendraient entre 15 et 19 ans, à cause notamment du pic hormonal et de son instabilité. Et du côté des filles, des jeunes femmes, il y a une augmentation du risque de rupture de 75% pendant l'ovulation. Alors, c'est une donnée qui est intéressante, qui est très intéressante à savoir aussi quand on est entraîneur. Pour autant, il ne faut pas stigmatiser la gardienne et puis lui demander voilà, où elle en est dans son cycle menstruel. Non, on oublie ça. On oublie ça. Au niveau de la prévention, Christophe, tu me diras ce que tu développes aussi. A priori, travail de renforcement des ischio-jambiers à privilégier par rapport au quadriceps. Oui, il faut bien savoir, concernant le croisé, les gardiens ne sont pas protégés par rapport au croisé. C'est un poste qui subit, j'en connais beaucoup, j'en suis beaucoup, des gardiens qui se sont fait une rupture de ligament croisé. D'ailleurs, c'est souvent sur une parade
ils font une parade, mettons une parade dans l'extension, un main-pied en l'air, un peu en suspension, ils se réceptionnent sur la jambe d'appui, et là, le genou tourne, et la rupture se fait à ce moment-là. Ça peut être aussi sur un changement de direction, je fais une parade, je me relève, je pousse pour aller enchaîner une deuxième parade, parce que le ballon est remis en jeu, et là, il peut y avoir une torsion avec une rupture du ligament croisé du genou. Ce ligament croisé du genou, il y a deux choses à savoir sur la prévention. D'abord, et c'est valable pour les joueurs de champ comme pour les gardiens. D'ailleurs, je ne dissocie pas, puisque vous êtes souvent aussi amenés à avoir des gardiens qui évoluent sur le champ, sur du grand espace éventuellement. Donc, de toute manière, le travail qu'il faut avoir en tête sur la protection des blessures de ligaments croisés, c'est de la proprioception au niveau des genoux. Alors, quand on fait de la proprioception au niveau des genoux, il faut le faire genou très fléchi, pied à plat au sol, avec un contrôle actif qui empêche le mouvement de genou vers l'intérieur, le valgus du genou. C'est un peu comme le photo, là, comme le schéma du foot. Voilà, comme le schéma. Donc, en verrouillant le genou d'aller vers l'intérieur. Deuxièmement, les muscles qui vont protéger le ligament croisé, ce sont les ischio-jambiers, les muscles qu'il y a derrière la cuisse. Donc, le renforcement musculaire excentrique des ischio-jambiers est important à intégrer dans les séances d'entraînement, a fortiori pour les filles. Troisièmement, tout ce qui se passe au niveau de la hanche, puisqu'on sait que dans la blessure du croisé, le fémur, c'est-à-dire l'os de la cuisse, tourne un petit peu vers l'intérieur. Et ce sont les muscles qu'il y a autour de la hanche, les muscles fessiers, les muscles latéraux au niveau de la hanche qui vont empêcher aussi ce genou, enfin ce fémur d'aller vers l'intérieur en entraînant le genou vers l'intérieur. Donc le travail de renforcement musculaire des hanches, le gainage, la proprioception au niveau des genoux et le renforcement musculaire excentrique des ischio-jambiers, ce sont les différents axes de travail de prévention des blessures du ligament croisé. Donc Christophe vous a bien décrit les circonstances dans lesquelles on peut se rompre les croisés, donc sur les réceptions, mes réceptions donc en fin de parade, en changement de direction, et quand il expliquait justement cette proprioception-là, la position à tenir en proprioception, c'était bien voilà, la jambe fléchie et puis à la verticale pour éviter justement que ça rentre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme test qu'on peut faire, des tests très simples qu'un entraîneur peut faire la prochaine fois qu'il retrouve son groupe là, pour savoir si quelqu'un a des risques de casser ses croisés? Est-ce que tu en as Alors, il n'y a pas la solution miracle, hein, parce qu'on sait, vous savez que tout sport confondu en France, il y a à peu près 65 000 croisés par an en France dans le sport. Hein. Alors, évidemment, pas que le hand, mais enfin, il y en a énormément et ça coûte à peu près 800 millions d'euros par an à la société française. Le traitement chirurgical, l'opération, la rééducation, etc. Donc, il n'y a pas de test efficace. Il y a plein de tests. C'est-à-dire que, par exemple, de mesurer sur des appareils la force, le déficit de force des ischio-jambiers, c'est quelque chose qui est important, qui est fait dans le milieu pro pour pouvoir les renforcer. En les renforçant, on espère qu'on va protéger un peu le risque de blessure. Il y a des tests de proprioception, un test qui est assez connu maintenant au handball qui s'appelle le SEBT, c'est le test en Y, qui permet d'évaluer les qualités globales de proprioception des jambes. Donc, c'est important à faire, c'est assez simple. Il peut y avoir des vidéos, et Brice Picot en a fait pas mal, il fait beaucoup de travail là-dessus. Il peut aussi y avoir des tests qui sont un peu plus médicaux, où on mesure le tiroir dans le genou. Et cette mesure du tiroir avec des machines un peu intelligentes dans le genou, ça permet, quand les genoux sont asymétriques, on identifie des sportifs à risque. Par exemple, dans le milieu pro, quand on fait une visite médicale un peu fine dans le handball féminin professionnel, eh bien on fera tout ça. On fera tous ces tests et on va définir un profil à risque. Quand les joueuses ou des joueurs sont identifiés comme à risque, on les met dans des protocoles très précis de prévention de cette blessure-là. Parce que vous savez que quand on se blesse un croisé, on reprend le sport après l'opération au bout d'à peu près 9 mois. Donc c'est quand même assez dramatique sportivement. Et que le risque à moyen terme de ces blessures, c'est d'évoluer vers de l'arthrose dans le genou au bout de 15 à 20 ans. Donc c'est la prévention du ligament croisé, on sait que ça marche. Il faut en faire tout le temps. A fortiori, si vous êtes entraîneur d'équipe de filles, il faut vraiment, vraiment avoir dans vos séances des exercices spécifiques de prévention autour de cette blessure. Bien. Christophe, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, que tu veuilles parler peut-être d'autres blessures qui peuvent être typiques du gardien. Il y en a, je rajouterai peut-être, puisqu'on avait convenu d'en parler dans le livre, les problèmes de hanche des gardiens de but, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Pour l'instant, ce n'est pas tellement connu. On sait que les gardiens de but
peuvent avoir des problèmes de hanche. Vous savez bien, les parades dans des amplitudes extrêmes, des parades en grand écart, des mains-pieds en l'air, tout ça, toutes ces parades un peu extrêmes ne sont pas des positions très physiologiques pour l'être humain. Et pour le coup, on sait très bien qu'on va être amené à parfois étirer les ligaments aussi autour de la hanche, les adducteurs notamment, ou créer des lésions sur le cartilage. Donc, attention, vraiment renforcer les muscles autour de la hanche, ça c'est quelque chose de très très important. Très important à avoir en tête. Faire des étirements assez réguliers, mais pas chercher à aller dans les amplitudes qui sont au-delà de ce que peut faire votre gardien. Merci pour ces précisions. On va passer aux questions que vous avez déjà posées pour certains. Et si vous en avez d'autres, c'est l'heure de nous les poser. Donc, on va y aller dans l'ordre. Je vais juste couper le partage. Hop, voilà. Alors, donc, il y avait une première remarque à propos de l'hyperextension. Alors, je la retrouve. Voilà. Moi, je pensais que l'hyperextension n'était pas forcément négatif. Donc, c'est quelqu'un qui dit ça. Quelle est ta position vis-à-vis de ça? Alors, l'hyperextension, on va tous en hyperextension. Par contre, je présume que la personne qui a demandé ça voulait dire que s'il est au repos d'avoir un coude laxe en hyperextension n'augmentait pas le risque. Moi, je pense qu'un coude, dans mon expérience de médecin du sport, un coude, les gardiens de but qui ont des coudes hyperlaxes, qui vont naturellement en hyperextension, sont plus à risque de faire des blessures du coude, malgré tout. Donc, il faut avoir ça en tête. L'idée de l'hyperextension, c'est l'hyperextension active. C'est le mouvement vers l'hyperextension qu'il faut essayer de limiter par des parades en flexion vers l'avant, le renforcement des biceps en excentrique pour freiner ce mouvement-là. Ça, c'est vraiment très important. Mais l'hyperextension en tant que telle passive, la posture d'hyperextension n'est pas à risque. C'est le mouvement brutal, non contrôlé, non freiné vers l'hyperextension qui est à risque de blessure. J'ai une question en privé sur le rôle du renforcement de l'épaule et de la proprio de l'épaule en lien avec justement ces préventions pour le coude. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Alors, évidemment qu'on ne peut pas dissocier le coude de l'épaule. Puisque si l'épaule est en arrière et le coude en avant, on va créer des contraintes dans l'épaule. Donc moi, je pense tout le temps qu'il faut avoir l'épaule un peu engagée vers l'avant, un peu verrouillée vers l'avant, ce qui permet d'avoir le coude dans un plan en avant de l'épaule. Donc ça, on va dans le sens de ce que tu disais, Marie. C'est très, très important d'avoir cette position-là, l'épaule vers l'avant. Donc, pour ça, il faut aussi, aujourd'hui, on ne parle pas des pathologies de l'épaule du handballeur, qui sont vraiment un gros paquet, on va dire. Il faut se dire qu'il faut vraiment renforcer plutôt la partie antérieure, tout ce qui est pectoraux, tout ce qui va permettre de freiner les mouvements lors de l'impact du bras vers l'arrière, c'est-à-dire les mouvements, quand on fait des pompes, par exemple, on fait du renforcement au niveau de l'épaule qui permettent d'éviter ces mouvements vers l'arrière. Donc ça, c'est important. Pour ce qui est du coude du gardien de but. Je ne suis pas un fan des pompes. Mais en l'occurrence, ça peut être un peu intéressant. Pour ça, il faut aussi avoir conscience de la position de l'épaule et on peut faire des exercices de proprioception contre le mur avec un ballon dans la main, les yeux fermés, et on demande aux jeunes d'aller explorer est-ce que mon épaule elle est en l'air, elle est en arrière, elle est vers l'avant, elle est vers l'arrière, elle est en haut. Ces petits mouvements-là, ça s'éduque, ça s'apprend très tôt, il n'y a pas de limite, il n'y a aucune toxicité pour l'articulation, on peut commencer dès le niveau moins de 13, il n'y a pas de problème. En gros, l'idée c'est apprenez, si vous voulez apprendre à un jeune de bons gestes, que ce soit un joueur de champ ou un gardien, il faut qu'il puisse prendre conscience de la position de ses articulations dans l'espace. Pour ça, la proprioception est à faire très tôt, très jeune. Alors, il y avait une question à propos du travail en excentrique pour le coude. Est-ce que faire des tractions en freinant la descente revient à ça? Oui, exactement. Mais il faut être costaud quand même. Donc, je ne suis pas certain qu'il faille le faire. C'est quand même, il y a tout le poids du corps. Donc, je pense que ça peut se faire sur des joueurs très expérimentés. Rarement des filles. Je ne pense pas que beaucoup de filles arrivent à faire des tractions en freinant l'hyperextension. Eh bien, tu sais quoi? C'est une femme qui a posé la question. D'accord. Mais à mon avis, c'est quand même très… c'est costaud, quoi. Je pense qu'il faut commencer prudemment avec du travail avec élastique, des poids légers. Voilà.
Alors, existe-t-il des protocoles de prévention du train supérieur et train inférieur en France, comme on en voit sur le site norvégien? Eh ben, en France, on y travaille. Marie participe à ça d'ailleurs. On va faire un gros travail qui a été bien entamé là depuis Noël. Ça va déboucher sur un livre qui s'appellera La préparation physique préventive au handball. Et ça touchera principalement, il y a déjà 80 pages décrites. Il y aura 240 situations de travail, d'exercice autour de l'épaule du tir, du coude du gardien, du genou, des chevilles, etc. Il y aura des liens vidéo, puisqu'il y aura à peu près 200 situations sous forme de vidéo qui ont déjà été quasiment faites pour la plupart, qui sont en cours de traitement. Donc oui, il y aura vraiment un travail à la française là-dessus. Du coup, ça rejoint un peu la question suivante. Peut-on avoir la prochaine fois une visio sur les membres inférieurs, du même type que celle qu'on vient de faire là, mais plus orientée sur les membres inférieurs? Donc, je te lance l'invitation, Christophe. Est-ce que ultérieurement, ça te dirait de traiter ce sujet-là, le gardien et les blessures aux membres inférieurs? Oui, pas de souci. Alors, cette blessure plus générale, on le fera à la cool, et puis après, vous aurez des supports via la Fédé, le campus des handballeurs. J'ai fait un document aussi pour la formation qui existe sur le campus des handballeurs. Moi, je vous conseille d'y aller si vous y avez accès. Un document avec 70 situations vidéo, des schémas, des bandes son aussi sur la prévention en général au handball. Donc, mais avec plaisir. Et je trouve que le format est sympa. C'est-à-dire qu'il y a l'approche de Marie qui maîtrise, qui donne le cadre avec le support, qui choisit son support. Elle vous connaît. Voilà, et moi, je viens plutôt en deuxième vague, en expertise un peu médicale. Je suis aussi entraîneur de club, dans un petit club, mais en expertise médicale pour répondre à vos questions. Cool, je note. Donc, on va rediscuter de ça plus tard. Je sais plus, j'avais un truc à rajouter, mais je ne sais plus ce que c'était. Donc, je l'ai avalé. S'il revient, je reviendrai dessus. Est-ce que le travail de proprioception avec une surface instable, coussin de proprioception planche, est préconisé chez les jeunes pour le membre inférieur et supérieur? C'est une vaste question. Déjà, les surfaces instables sont tout à fait utilisables. Moi, j'aurais tendance à penser à vous conseiller de travailler sur les surfaces instables quand on veut faire de la proprioception pour les chevilles. Voilà. Je pense que la surface stable, pied à plat au sol, genoux fléchis, les yeux fermés, avec des déplacements latéraux, avec des passes, ce que vous voulez, en contrôlant le valgus du genou, sur une surface plane, dure, pied à plat, genoux fléchis, c'est largement suffisant. Après, il peut y avoir des sauts, on amortit la réception, on se stabilise, mais on abordera ça dans notre futur travail commun. Par contre, alors les surfaces instables, oui, parce que les surfaces instables, en déstabilisant l'articulation, on préactive des récepteurs qui sont dans les ligaments autour, dans les muscles autour, pour vraiment empêcher de se casser la figure. Donc c'est intéressant. Il ne faut pas faire, je crois que surtout maintenant dans les concepts actuels sur la proprioception, il faut vraiment plutôt varier le type de surface. Plus que de travailler que sur une surface, un bossu, un WAF ou un plateau instable, il vaut mieux travailler sur de l'instable et tout de suite enchaîner sur du stable et vice-versa. Là, par contre, on amène le joueur à créer des processus neurologiques beaucoup plus efficaces pour mettre en préalerte tout ce système de protection des blessures. Pour les gardiens âgés, plus de 35 ans, la prévention est-elle la même que chez les jeunes ou est-ce qu'il faut être plus vigilant? Chez les vieux, il faut être un peu plus vigilant, je suis à l'aise. Hein. Mais pour autre chose, non, je pense que peut-être chez en tout cas, la prévention, on sait qu'elle va être d'autant plus efficace qu'elle sera faite le plus tôt possible, le plus jeune possible, le plus tôt dans la carrière, entre guillemets. Donc, le plus tôt possible, dès le niveau moins de 13. Et vous verrez, on en parle, on vous donnera des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire en moins de 13, en moins de 15, en moins de 18, en senior, en fonction du niveau, à 1, 2, 3 entraînements par semaine ou plus, ou dans les pôles. Donc, on sait qu'il faut surtout en faire très tôt et en faire un petit peu tout le temps. Dans chaque séance, on peut mettre un peu de prévention à l'échauffement, entre des situations handball, en récupération active, en situation de rupture, enfin, en récupération. Voilà. Alors, une chose qu'on peut rajouter, c'est pas validé, mais chez les vieux handballeurs, je pense que
Autant sur les étirements, il peut y avoir des controverses, mais je pense que c'est important de garder un certain niveau de souplesse articulaire chez le joueur vieillissant. Donc, on peut rajouter un peu plus d'étirements chez ces joueurs-là. Mais la prévention pour tout le monde, surtout à commencer très tôt. Et en général, quand on commence tôt, on garde cette culture de prévention. Si on commence tard, c'est dur de faire évoluer les habitudes. Sur 2 séances hebdomadaires, combien de temps doit-on consacrer au renforcement, prévention, proprio chez les jeunes filles pour que ce soit efficace? Sur 2 séances hebdomadaires, alors là, j'imagine que la question est beaucoup plus large que le gardien de but, probablement. Dans tous les cas, moi, je pense qu'on doit pouvoir être capable, si on a vraiment envie de le faire, dans l'échauffement, on peut faire un peu de proprio. Enfin, on fait un échauffement classique, mais on intègre un peu de proprio de cheville, de genou, un peu d'excentrique à 2 sur les épaules, un peu de gainage, un peu de proprio dynamique, on saute, on se réceptionne en amortissant et en se stabilisant. Ça, dans l'échauffement, ça passe très très bien et ça ne fait pas prendre de temps. Derrière, dans la séance d'entraînement, par exemple, quand les joueurs ou quand les gardiens de but sont dans une situation d'attente, une cascade de tirs, du travail au poste, voilà, le joueur bien éduqué, entre guillemets, devrait être capable par lui-même de se mettre dans une position de proprioception en alternant cheville et genou, le temps qu'il attende de prendre place au jeu. Entre 2 situations dites de handball, on peut aussi intégrer un protocole, et j'y tiens, c'est très important, de gainage. Du gainage croisé, du gainage en chaîne croisée dynamique, de gainage coordination, ça c'est très très important à faire. Ça peut prendre peut-être 4-5 minutes, pas plus. Et si vous faites un petit peu de travail excentrique, par exemple sur les ischio-jambiers, ça doit se faire plutôt en fin de séance pour pas que le joueur soit amené à faire du sprint juste après ça, parce que ça peut être un peu contraignant pour le muscle. Donc, même 2 fois par semaine, on doit pouvoir consacrer quasiment, si on est un petit peu intelligent dans sa préparation, 12-13 minutes dans une séance. Et je vous assure, parce que je le fais depuis 20-25 ans, je vous assure que ça ne va pas vous prendre de temps sur votre contenu handball de séance. Et je vous assure aussi, mais ça, je vous prie de me croire, dans les gens qui font ça, ont quand même beaucoup moins de blessures. Les athlètes deviennent aussi plus explosifs, plus gainés, plus capables de gérer des situations handball classiques. Donc, un petit peu tout le temps. Voilà. Et un petit peu plus en pré-saison quand on fait de la préparation physique générale de début de saison. Quels exercices de renforcement musculaire peut-on proposer à des moins de 13 afin de ne pas casser la croissance? Les pompes sont déjà bannies. Qu'elle précise. Alors, clairement, après on peut nuancer. Clairement, on ne fait pas de renforcement musculaire en moins de 13. Voilà, je suis désolé pour la question, mais il ne faut pas le faire. En moins de 13, en prévention, je parle encore une fois, j'élargis au terrain, tous les joueurs. Prévention, c'est de l'apprentissage du geste. 13 ans, c'est le premier âge d'or des apprentissages. C'est là qu'on construit une motricité. Donc, soyez très analytique. Utilisez différents feedbacks pour corriger un geste, une posture, une parade basse vers l'avant pour un gardien de but. Pour ça, vous avez tous des smartphones. Filmez, montrez la position faite sur des gammes. Et on sait que ça marche pour modifier un geste. Donc, prenez le temps de la motricité idéale. On sait quel est le geste qui est le moins risqué. Donc, prenez le temps de créer ces feedbacks-là en utilisant vos smartphones et vous serez très utile pour ça, déjà. Deuxièmement, travaillez sur tous les exercices d'équilibre, de proprioception. Ça, c'est très intéressant, c'est pas toxique, ça fait pas de mal à personne. Quatrièmement, et d'ailleurs, juste pour la question là, on a fait avec ma femme, qui est entraîneur aussi, qui est entraîneur expert, niveau 6, comme on dit, en formation jeune, enfant. On a fait un article pour Approche du handball qui est en cours, qui va sortir sur le niveau moins 13, sur des exercices de prévention intégrés très tôt dans cette catégorie d'âge, qui inclut des changements rapides de direction. Il vaut mieux plutôt de faire des longueurs en course, en sprint. Il y a finalement très peu de sprints longs sur le handball, même sur le champ, mais plutôt être capable d'enchaîner les changements de direction très rapides, par exemple sur 20 secondes, toucher 2 plots espacés de 3 mètres, des petits jeux comme ça. Et ça implique des qualités de gainage dynamique debout, ça implique des qualités de pied, ça implique des qualités d'explosivité, donc c'est une forme de renforcement sans être du renforcement. Et ça, c'est exactement tout ce que tu listes, c'est exactement les caractéristiques de l'activité du gardien de but dans son déplacement. Exactement, il n'y a pas de différence. Pour moi, le gardien, indépendamment des biceps en excentrique et éventuellement des muscles du coude, doit faire la même préparation physique que les joueurs de champ. Parce qu'il aura des entorses de cheville, il aura des entorses de genoux, il peut avoir des tendinites d'épaule sur le jeu sur grand espace.
Donc, il faut vraiment le préparer de la même manière. Un gardien doit faire l'exercice de renforcement d'épaule avec élastique. S'il veut faire de la compétition à un certain niveau, bah, il n'est pas différent des joueurs de champ de ce point de vue. Dernière question. Est-ce que vous avez une date de sortie pour le livre? Non, puisqu'il y a une certaine crise sanitaire qui a un peu verrouillé l'ensemble des choses. Même Marie devait venir à Brest pour faire des prises sur les gardiens de but. Donc ça, on va le reporter. J'aimerais bien qu'on puisse faire ces séquences vidéo-là. On a fait 200 vidéos, 200 situations vidéo avec un vidéaste professionnel, avec des joueurs extrêmement carrés, tous habillés de la même façon. Ça va être très joli. Il nous reste à peu près une quarantaine de vidéos à faire, incluant les gardiens de but. Donc ça, on va le faire. On est prévu de le faire le 14 avril. Ça a été suspendu. On va le faire, je ne sais pas quand, on va voir, dès qu'on sera déconfiné. Et ensuite, il va falloir rédiger, mettre en forme, travailler. J'aimerais bien qu'au départ, je m'étais dit, après l'été, mais les délais vont être certainement rallongés. Je pense pour la fin de l'année, ça serait bien. Ça serait un objectif raisonnable. Mais ça va être un document qui va faire à peu près… dedans, il y aura des QR codes aussi avec des accès aux vidéos. Il y aura des photos. C'est un document qui fera peut-être 130, 150 pages, voilà, avec des photos. Voilà. Une vraie Bible, quoi. Ouais, je ne sais pas. On verra. Oui, pour Noël, ça serait cool. Comme petit cadeau Père Noël, ça serait pas mal, effectivement. On fera notre possible pour que le Père Noël puisse assurer la livraison. Bien, alors c'était la dernière question. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci, Christophe, pour le temps que tu as réussi à nous accorder. Je vous annonce les thèmes et invités des 2 semaines prochaines parce que j'ai réussi à les trouver. Alors, en relation avec vos votes sur le sondage, il y avait une grosse demande sur le jeu à 7, l'intégration du gardien de but dans le jeu à 7. Donc, ce sera la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi 18 h, avec Laurent Bezeau, l'entraîneur actuel de l'équipe 1 du Brest-Bretagne Handball féminine. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et la semaine d'après, donc le 6 mai, ce sera sur la psychologie du gardien de but et des outils de préparation mentale. Et donc l'invitée, c'est Anaëlle Malherbe. Anaëlle Malherbe, elle est psychologue clinicienne et puis préparatrice mentale. Elle accompagne les sportifs de haut niveau qui sont à l'INSEP. Donc, tout au long de l'année, elle les accompagne au quotidien, elle les accompagne sur les compétitions. Elle intervient aussi dans des entreprises, dans le secteur, dans différents domaines de travail. Et puis, elle est collaboratrice des nouvelles formations. Vous savez, c'est une société qui propose maintenant une formation en préparation mentale à distance, en ligne. Et cette société s'appelle Les Nouvelles Formations. Donc, c'est elle qui a co-élaboré les contenus de cette formation-là. LNF, exactement. Donc voilà, les 2 prochaines semaines, ce qui est prévu. Si vous avez d'autres envies en termes de thèmes à traiter, je vous renvoie au sondage. Je vais le remonter dans le groupe pour que vous puissiez avoir accès. Et je ferai de mon mieux pour trouver d'autres intervenants de qualité. Donc, merci à tous. Christophe, on te souhaite bon courage pour la suite des événements du côté du Finistère et de Brest. Et à bientôt pour une nouvelle visio. Bonne soirée tout le monde.